Bonjour mes amis. Nous voilà encore donc réunis pour traiter d'un sujet qui est un sujet à la fois historique et technique. Historique, pourquoi? Parce que c'est une opération, c'est une affaire qui remonte, disons, on va dire à la fin des années 60, hein, lorsque ARPANET a commencé donc les travaux qui ont abouti en 1983 donc à une suite, ce qu'on appelle donc aujourd'hui la suite donc TCP/IP, mais également technique, parce que, bien entendu, cette suite, de mon point de vue en tout cas, n'est pas sans poser de nombreux problèmes de sécurité. Et donc, je vais essayer de regarder, d'expliquer, bien qu'on ne puisse pas faire grand-chose, hein, je vous le dis tout de suite. On est tellement embarqué, on va dire, dans un mécanisme qui utilise des protocoles TCP/IP que je ne vois pas très bien comment on peut faire pour revenir en arrière. Ce qui ne m'empêchera pas, éventuellement, de proposer un certain nombre de recommandations. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce qui m'a été demandé d'ailleurs par plusieurs personnes donc, de notre groupe, le Marson. Disons, on va essayer un petit peu d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Hein, comprendre, et c'est pour ça qu'il y a un côté un tout petit peu donc, historique. Donc, le titre, c'est les faiblesses donc, de la suite TCP/IP. Donc, avec le maximum de bonne foi quand même, hein, parce que mon objectif n'est pas de démontrer que c'est mauvais. Mon objectif, c'est simplement d'expliquer qu'on prend des risques aujourd'hui en utilisant cette, on va dire, cette suite qui est quand même imposée. Bon. Alors, de quoi? Alors, on va regarder donc en détail, on va donc définir de quoi nous parlons aujourd'hui. Quand on parle de suite TCP/IP, il n'y a pas que deux protocoles. Il n'y a pas que TCP/IP au niveau 4, hein, au niveau 4 OSI, et puis IP au niveau 3. En fait, c'est un résumé pour désigner toute une série donc, de protocoles qui, en gros, concernent quatre niveaux, hein, pas les niveaux OSI, mais les niveaux spécifiques Internet. Disons, il y a quatre grands niveaux avec un grand nombre donc, de protocoles. Il y en a en réalité des dizaines et des dizaines. Mais on a l'habitude d'appeler ça donc TCP/IP et nous allons regarder ça d'un peu plus près. Alors, d'où ça vient, cette histoire-là? Donc, c'est pour ça que nous remontons donc, à la fin des années 60, donc, au début donc, du projet ARPANET, qui, entre nous, n'avait pas du tout envisagé, pas une seconde, de ce que ça allait donner dans quelques années. Vraiment, à l'origine, c'était quelque chose qui était peu ambitieux. L'histoire, c'était, enfin, peu ambitieux, techniquement très ambitieux, ça c'est vrai. Mais sur le périmètre, on va dire, d'usage de cette suite TCP/IP, ils n'avaient pas imaginé de connecter donc un grand nombre de machines. Donc, d'où ça vient tout ça? Les motivations d'ARPANET, alors là, moi j'ai encore des souvenirs, pas tout à fait de cette époque-là, mais disons des souvenirs de l'impérialisme d'IBM. Et qu'à l'époque, et c'est pas être médisant que de dire ça, parce que les gens d'IBM le reconnaissent eux-mêmes, ils étaient dans une situation de monopole, et évidemment, ils avaient peut-être tendance un petit peu à en abuser. Donc, ARPANET, les motivations d'ARPANET, d'abord sur l'architecture, qui est une architecture donc à commutation de paquets, hein, eh bien, répondait un peu au manque qu'il y avait dans les architectures proposées par IBM, qui, elles, étaient extrêmement contraignantes. On était quand même sous le joug d'IBM à cette époque-là, et il y a eu on va dire une volonté d'indépendance par rapport à ce qu'on appelait number one, et donc ce qui n'est plus donc aujourd'hui. Bien. Donc, on va reprendre donc les motivations, on va rappeler la structure et le positionnement par rapport au modèle OSI. Alors, le modèle OSI, pour dire la vérité, il est arrivé un peu après. Il est arrivé donc après que le projet ARPANET ait débuté. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, déjà sans déflorer le sujet, c'est que, au fond, OSI répond on va dire, à un réseau idéal. C'est l'ensemble des services que l'on peut rendre dans une architecture de réseau, mais d'une façon un peu idéale. Alors que l'approche qu'ont eu les gens d'ARPANET, c'était de faire quelque chose qui soit très concret, très pratique. Et ils n'avaient peut-être pas l'envergure de ce que l'on trouvera ensuite dans l'OSI,
mais ça répondait quand même à un vrai besoin. Et d'ailleurs, on verra d'ailleurs de ce point de vue-là que les Américains n'ont pas été seuls sur ce sujet et que, en particulier les Français, qui avaient on va dire, non seulement une compétence, mais j'irais même jusqu'à dire une excellence. Je suis assez dur habituellement. Là, il faut quand même reconnaître qu'en matière de réseau, en matière protocolaire de réseau, eh bien, ils étaient très bons. Ils étaient très bons, donc il y a eu une espèce pas de fusion, mais il y a eu des communications entre le projet ARPANET tel qu'il était monté, donc essentiellement en Californie, à l'UCLA, hein, avec donc des centres de recherche qui étaient en France, et en particulier avec le réseau Cyclade, qui était lui aussi un réseau de commutation de paquets qui avait un petit peu, on va dire, la même structure, dirigé par un dénommé Louis Poussin, qui a beaucoup apporté, disons, au monde. Mais on va dire que Cyclade a été arrêté pour des raisons politiques, mais j'aurai l'occasion donc de revenir un peu là-dessus. Alors, quelles sont les faiblesses natives de l'appli TCP/IP? Car c'est bien l'objectif de ces webinaires, c'est de nous alerter sur les problèmes qu'elle nous pose, dans la mesure où elle nous est quand même imposée. Bien. Je pense que cette suite TCP/IP, c'est du pain béni pour les attaquants. Je veux dire, il faut vraiment... On n'a même pas besoin de très technique, hein, vous savez. Hein, on trouve n'importe où, on va trouver donc des tas de solutions qui vont permettre de faire du spoofing d'adresse IP, du spoofing de DNS. Vous voyez, je peux faire du spoofing ARP, je peux faire énormément de choses. C'est pourquoi je vais un petit peu vous le montrer, parce qu'on en parle, mais finalement, on ne le montre pas forcément donc, concrètement. Donc, du pain béni pour les hackers. Maintenant, est-ce qu'on peut changer l'ordre établi? Non. Hein, c'est ce que je vous ai mis ici en bas. Hein. Plus de 5 milliards d'utilisateurs sont connectés à Internet donc en 2023. C'est une nouvelle respiration. C'est absolument hallucinant. Hein. Et donc, ils exploitent tous, quasiment tous, la suite donc TCP/IP. Et je pense que c'est très compliqué de revenir en arrière. Et j'avais d'ailleurs eu l'occasion avec vous d'animer un webinaire qui était consacré à ça. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière? Et donc, on avait imaginé l'opposition de deux architectures, une TCP/IP et une architecture, donc on va dire libre ou indépendante. Mais pour mettre ça en œuvre, je ne sais pas si vous vous rendez compte des coûts que ça représente, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Donc, je ne vois pas quel sera l'industriel qui osera se lancer donc là-dedans. Alors, de quoi parle-t-on? Quand on parle donc de TCP/IP, en fait, on parle d'un modèle de réseau en couche. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise idée de rappeler un peu ce que c'est qu'un modèle en couche. Alors, je vous en ai mis un ici. Alors, c'est pas TCP/IP, c'est un modèle de manière globale. Ça, c'est le modèle OSI, donc le modèle OSI, qui a été inventé d'ailleurs, je le précise, par un dénommé Hubert Zimmermann, qui participait justement à l'équipe Cyclade qui était en lien avec les gens qui étaient en train de produire et de construire les protocoles TCP/IP. Voyez, donc, les gens d'ARPANET étaient parfaitement au courant de ce qui se passait du côté du Cyclade. Mais ils ont opté pour une solution, comme je le disais tout à l'heure, on va dire plus proche du terrain, moins ambitieuse peut-être que l'était donc OSI, et sans doute ont-ils eu raison, puisqu'aujourd'hui, on voit bien le succès phénoménal donc d'Internet, et donc forcément, de facto, donc de TCP/IP. Le principe, vous le connaissez tous, c'est le suivant. Les services des réseaux sont divisés donc en couches. Dans le modèle OSI, vous avez le niveau 1 qui est le niveau physique, le niveau 2 qui est le niveau liaison de données, qui d'ailleurs est divisé en deux, hein, avec ce qu'on appelle une partie MAC physique et puis une partie liaison de données. Au niveau 3, vous avez c'est le réseau. C'est là d'ailleurs où se situera l'adressage IP, donc qui est un adressage logique. Vous voyez, on fait une distinction entre la désignation donc d'une adresse physique de type, mettons MAC Ethernet, qui est au niveau 2, par rapport à une adresse donc qui est une adresse logique, c'est-à-dire qu'on l'attribue donc à un utilisateur, alors que l'adresse physique, elle est implémentée par le fabricant, hein, dans la carte, le fabricant donc de la carte de réseau. Donc niveau 3, donc réseau. Le niveau 4, transport, qui sera très important. Pourquoi? Parce que vous avez là, vous avez donc UDP et puis vous avez TCP.
hein, qui sont donc des protocoles donc, de transport. Vous avez le niveau session qui nous concerne moins donc TCP/IP, le niveau de présentation et le niveau application. Bon. Alors, le principe est le suivant. Quand j'écris un programme qui doit communiquer soit avec un programme, soit avec un utilisateur, eh bien, je vais solliciter donc un certain nombre de services qui me sont proposés dans l'architecture. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas tous les services. On va en utiliser un certain nombre. Bien. Et donc, c'est un système de Lego, c'est-à-dire que, ou de poupée russe, ça sera mieux. Je veux dire que l'idée, c'est que au niveau application, je construis une trame avec une en-tête spécifique à l'application, je la passe au niveau qui m'intéresse suivant et j'encapsule cette trame application dans une autre trame qui sera par exemple une trame, on va dire, de transport, TCP ou autre chose. Vous voyez, chaque niveau fabrique donc une trame qui est encapsulée par les niveaux intérieurs. Et quand on arrive de l'autre côté, chaque niveau correspondant de service, eh bien, décapsule, regarde ce qu'il y a dans l'entête pour ce qui le concerne, chacun des niveaux, et fait le travail qu'on lui demande. En fait, ce sont des correspondances 2 à 2 qui mettent en œuvre donc un certain nombre de services qui sont nécessaires. Bon. Bien entendu, quand on écrit ce genre de choses, la plupart du temps, on va utiliser donc des API quand on va développer. On va développer des API qui seront, on va dire, qui sont d'un niveau suffisant, d'une certaine hauteur, qui vont m'éviter quand même de me coltiner les spécificités donc, techniques de ces différents niveaux. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Et si vous deviez écrire un code proche de la machine ou proche de ce qu'il y a dans la machine, et donc des cartes réseau, vous auriez à implémenter physiquement les appels à ces différents services. Donc, ce n'est pas autre chose. Et la grande idée qu'il y a eu donc derrière ces réseaux, cette modélisation de réseau en couche, eh bien, c'était de pouvoir modéliser ce dont on a besoin. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu là où ça a divergé entre les gens d'ARPANET, qui avaient commencé, c'est vrai, un peu plus tôt, et puis les gens, on va dire, de Cyclades en Europe et en France, entre autres, en particulier, parce que les uns étaient peut-être plus ambitieux donc, que les autres. En tout cas, Hubert Zimmermann, il faut quand même le savoir, a fait partie de l'équipe qui collaborait avec les gens d'ARPANET. Bon. Alors, si je continue dans notre approche, quand on regarde avec un peu d'histoire ce qui s'est passé, un peu d'histoire, l'affaire a commencé au fond à la fin à peu près des années 60. On est en 67, 68. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on était finalement face à une alternative et donc avec 2 possibilités. Soit on décidait de continuer d'être les esclaves d'IBM et d'implémenter ce qui nous a imposé, à savoir par exemple des protocoles de type SDLC, protocoles donc très proches, plutôt que, vous voyez, pour pouvoir communiquer avec un mainframe IBM, il fallait mettre en œuvre donc, ce protocole-là. Et en fait, IBM, à travers son architecture donc, propriétaire SNA, de grande qualité d'ailleurs, personne ne le nie. Par contre, mais ce qui était vrai, c'est qu'il avait une volonté quand même, à dire, d'indépendance par rapport à ça. À l'époque, on disait on va mettre en œuvre une solution, donc IBM, on est sûr que ça va nous coûter 3 fois plus cher que les autres, mais on est certain que ça va marcher. Et beaucoup de directeurs informatiques avaient un petit peu le réflexe de dire, moi je me couvre, au moins ça marchera, et comme de toute façon, ce n'est pas moi qui paye, vous voyez, donc je préfère faire comme ça. Et c'est vrai qu'IBM avait des solutions qui étaient des solutions extrêmement robustes et qui fonctionnaient, bon, techniquement pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais qui marchaient donc très bien. L'autre solution, eh bien, c'était d'opter pour ou de construire donc une solution ouverte. Et c'est-à-dire que, on va dire, c'est celui qui fait la norme et le standard qui va décrire ce que sont donc ces services ouverts, d'un réseau ouvert, et ce sera aux constructeurs donc de machines, de terminaux et d'équipements de réseau de s'adapter à ça. Oui, c'est l'inverse.
On avait essayé, d'ailleurs, à une époque, même du temps d'IBM, on avait essayé de remplacer donc, le protocole SDLC par le protocole HDLC, mais c'était quand même difficile, hein, on était vraiment extrêmement contraints. Donc, on avait donc ces deux solutions-là. Et il faut reconnaître, et il faut rendre à César ce qui lui appartient, que ce sont les gens d'ARPANET, donc le projet qui a démarré à UCLA, donc Los Angeles, à la fin des années 60, qui ont dit on va monter un réseau qui sera ouvert. Et ils ont pris un certain nombre d'options qui sont très importantes parce qu'on les retrouve donc aujourd'hui, mais je vous le disais, le périmètre d'usage, on va dire d'intervention donc de cette architecture ouverte telle que l'imaginaient les gens du UCLA était quand même relativement limité. Et vous avez ici sur cet écran, vous avez en fait on voulait connecter un certain nombre de machines qui étaient dans des, on va dire, dans des centres de recherche, dans une université, dans certains, on va dire, centres militaires également, mais il n'y en avait pas beaucoup, et qui étaient équipés, on le voit sur ce schéma, de PDP, beaucoup de PDP-11 ici, beaucoup de machines DEC, donc de Digital Equipment. Donc je rappelle une chose, c'est qu'à l'époque, il était numéro 2 derrière IBM, mais il faut aussi préciser autre chose, c'est qu'à l'époque, IBM faisait en bénéfice plus que faisait le deuxième dans la hiérarchie des constructeurs en termes de chiffre d'affaires. Le bénéfice d'IBM était supérieur au chiffre d'affaires de Digital Equipment. Quand même assez sidérant. Et là, vous voyez donc ce qu'était l'ambition finalement de Digital, l'ambition d'ARPANET, pouvoir connecter donc ces gens-là d'une manière libre. Pourquoi? Parce qu'avant, quand vous aviez un terminal d'une certaine marque, vous ne pouviez pas vous connecter sur une machine d'une autre marque. Vous ne pouviez pas. Vous aviez un serveur Raytheon, il fallait un terminal Raytheon. Tout le monde a oublié d'ailleurs qui était Raytheon. Vous aviez un IBM, c'est pareil, vous aviez une machine, donc un mainframe IBM, avec un terminal SDLC, donc mettons un 3270, IBM, vous ne pouviez pas vous connecter avec ça sur une machine bulle, par exemple. Ce qui aujourd'hui nous choque, c'est quelque chose qui est assez inadmissible sur le fond. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et alors, on a essayé toutes sortes de solutions d'encapsulation des trames d'un constructeur dans d'autres. On a fait de l'émulation, mais ça marche une fois sur deux. Donc, finalement, voilà, c'était quand même une ambition qui était importante. Alors, cela dit, on n'avait pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je me suis permis donc de rappeler un petit peu l'apport donc des Français qui, je rappelle tout de même, c'est qu'en 1978, c'est quand même eux qui ont sorti le protocole X25 de commutation de paquets. Et au fond, quand on regarde ce qu'est un réseau X25, ça correspond, c'est aussi un réseau de commutation de paquets comme le réseau ARPANET. Et qui a été utilisé dans le monde entier. C'est quand même également les centres de recherche français qui ont trouvé, qui ont mis en œuvre donc le premier protocole de compression vidéo MPEG-2 qu'on a énormément utilisé dans le monde également. Donc, si vous voulez, comme on dit au Québec, ce ne sont pas des petits joueurs. Voilà. Ce ne sont pas des petits joueurs. Et donc, ARPANET et l'université du CLI a eu tout à fait intérêt à collaborer avec ce réseau, donc Cyclade français. Alors, en plus, parmi, on va dire, les objectifs, on voulait quelque chose de léger. On voulait pas, enfin, on n'avait pas d'idée, comme j'indiquais tout à l'heure, on n'avait pas l'idée de se connecter à toute la planète. Évidemment, quand vous vous rappelez de ça, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, on a fabriqué des chemins vicinaux, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il nous faut des autoroutes, des grosses autoroutes. Avant, on avait 2 charrettes à bœufs pour transporter les données. Maintenant, vous avez 5 milliards d'utilisateurs. Et l'un n'a pas été conçu pour l'autre. Et remplacer donc ces structures telles qu'elles avaient été imaginées en termes protocolaires, c'est quelque chose de très compliqué. Et on aura l'occasion donc d'y revenir. Alors, je continue sur mes motivations. D'abord, je rappelle rapidement donc, ce qu'est donc, un réseau de commutation de paquets. La différence, si vous voulez, c'est que auparavant, hors commutation de paquets, vous avez un message à envoyer, eh bien, vous l'envoyez en entier, vous envoyez tout le message. Et puis, pendant que vous transmettez, eh bien, vous occupez un lien
vous occupez votre lien. L'idée d'ARPANET, qui était une très bonne idée, c'était de dire, au fond, j'ai un certain nombre de nœuds de réseau qui ne sont pas forcément utilisés au même niveau à un moment donné. Et pourquoi, plutôt que de saturer un lien et puis de voir que les autres liens, eux, ne sont pas utilisés, pourquoi ne pas couper le message en petits morceaux, paquets, chaque paquet étant acheminé indépendamment depuis l'émetteur vers le récepteur et va donc passer par des chemins et donc un certain nombre de nœuds qui ne seront pas toujours les mêmes. L'idée, c'est donc d'optimiser donc l'usage du réseau en coupant, en faisant donc en décomposant tout ça, chaque paquet, enfin chaque message, on va dire en paquets. Et chacun des paquets va donc comporter un en-tête dans lequel il y aura les informations donc de routage, et en particulier l'adresse du destinataire. On l'a dit, les paquets vont donc emprunter donc des chemins différents. Et à l'arrivée, le récepteur, le destinataire, va recomposer le message. Alors, c'est vrai qu'on était très contents, les concepteurs en tout cas étaient très contents. Sauf que le découpage et le réassemblage, c'est devenu un moyen de pénétration et de destruction, ou plus précisément de déni de service pour empêcher donc les ressources de fonctionner. Mais au départ, on ne l'avait pas du tout donc imaginé. Alors, il faut quand même, encore une fois, rendre à César ce qui lui appartient. Donc, je vous rappelle que ARPANET donc, a été mis en service, c'était le 29 octobre 1969 donc, à l'UCLA. Les pères fondateurs, qui sont les Américains, donc, qui sont, parmi lesquels il y en a certains qui sont devenus très célèbres, en particulier Vinton Cerf, on a toujours considéré un peu comme étant, avec deux ou trois autres, le grand gourou d'Internet. Et aussi le créateur, bien entendu, de HTML en 1989, Sir Berners-Lee, qui est un Britannique, lui. Un certain nombre de gens donc, qui ont construit ce machin-là. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que c'était compliqué d'argumenter en faveur d'une architecture comme ça. Ça n'existait pas. Et on se disait, les réseaux, c'est IBM. Voilà, on nous dit, bon, pas de problème, c'est eux qui se débrouillent. Voilà. Pourquoi se lancer dans quelque chose comme ça? Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment d'important. Autre chose qui est très délicate et importante dans la commutation, dans les réseaux tels que vous l'avez imaginé, ARPANET, c'est que c'est le serveur, le destinataire, qui est à l'écoute des sollicitations qui pourraient lui être faites. On dit que c'est un mode passif. Ça veut dire, mais là encore, c'est pour ça que je reviens là-dessus, là encore, on a l'explication de l'une des failles les plus terribles, c'est que c'est dans ce dialogue, justement, avec un serveur et un destinataire que se trouvent des moyens de pénétrer, de voler, et puis de faire du déni de service. L'origine, elle est là. Donc, on a dit, c'est le serveur qui écoute, et ce n'est pas l'initiative de l'émetteur, donc du terminal, qui fait tout ce qu'il veut. Non, c'est le serveur qui va écouter. C'est un système qu'ils ont voulu de livraison de bout en bout. Alors, il faut toujours se souvenir d'une chose, c'est que parmi les inconvénients qu'a donc la suite TCP/IP, c'est que IP est un système d'adressage, c'est aussi un protocole. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas garantir un acheminement et une réception avec IP. Il faut, pour ça, solliciter le niveau 4, c'est-à-dire le niveau donc, de TCP qui va faire le travail, qui va donc, avec un système d'accusé de réception, qui va donc permettre de valider donc, un envoi à partir d'une adresse IP. Bon. Livraison, donc, on va dire de bout en bout, un mécanisme, là aussi très important, parce qu'il faut aussi comprendre d'où on venait à l'époque, un mécanisme de contrôle de flux pour éviter les congestions, avec un système dont on a beaucoup parlé après, qui est le système de fenêtrage, mais qui, là aussi, a été un moyen de pénétrer les systèmes. Le système. Et d'ailleurs, vous avez un champ qui s'appelle le champ Windows dans une trame donc TCP. Et voilà. Donc, cette suite, vous voyez, on est en 1969. Tout le monde a réfléchi. On a commencé à beaucoup travailler. Le nombre de machines qui se sont connectées donc,
à ARPANET a augmenté d'une manière absolument étonnante dans les années qui ont suivi. Et ce n'est qu'en 1983 que très officiellement, TCP/IP, en fait la suite TCP/IP, est devenue un standard, hein, avec bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, l'aide des gens tels que Cyclades, donc Louis Pouzin et quelques autres, hein, bien sûr, qui me pardonnent si je ne les cite pas. Alors, ça a divergé par la suite. Pourquoi? Vous voyez que c'est quand même, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire parce que c'est quand même un peu navrant. Donc, UCLA se lance dans une suite, on va dire, concrète de CPIP. En France, Réseau Cyclades dépendait d'une organisation, qui est une organisation donc, plutôt de type recherche, universitaire et recherche. À côté de ça, alors c'était l'époque du constructeur C2I qui a disparu après, hein. À côté de ça, il y avait un grand industriel en France qui estimait que ce qui concernait les réseaux, eh bien, c'était lui. Voilà, c'est moi. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, vous, Cyclades, ça ne vous concerne pas, c'est nous les réseaux. Alors, je ne donnerai pas son nom parce que, par charité, parce que quand on voit ce qu'est devenu donc, Internet aujourd'hui, les dirigeants de l'époque mériteraient quelques remontrances bien senties. En fait, ils n'ont rien compris. Donc, vous me direz, ils n'étaient pas les seuls, hein, les politiques étaient un peu comme ça. Et finalement, quelque temps après, à cause de cette bisbille, de cette incompréhension entre les chercheurs, tels que Louis Pouzin, Cyclades, assez proches finalement donc, de ARPANET, et puis cet industriel qui considérait que c'était sa chasse gardée, eh bien, tout s'est arrêté et Cyclades a été arrêté. Je trouve ça navrant. Tout ça, pourquoi? Pour aboutir à des projets qui étaient des projets un petit peu délirants par la suite, en tout cas qui n'avaient pas l'ambition et la qualité de ce qu'était donc ARPANET. Alors je rappelle, hein, puisque on essaye un petit peu de bien faire le tour de ce qui nous concerne, là, je rappelle un petit peu donc les structures, sans trop entrer dans le détail parce que ce n'est pas ce que vous attendez, mais je voulais rappeler un peu quelle était la structure d'une trame TCP, une trame donc IP. Une trame TCP, ben vous voyez ici, vous avez un numéro de séquence. Le séquencement dans TCP est quelque chose de très important. Les paquets sont envoyés selon une certaine séquence et chaque paquet donc, a un numéro qui lui est propre. Voilà, donc il y a un séquencement. Vous avez le port de destination, destination TCP, vous avez le numéro de séquence, vous avez le numéro de l'accord, c'est-à-dire la position du dernier octet reçu dans le flux entrant. Vous avez 6 bits qui peuvent influencer donc, le comportement du transport TCP. Et à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez novateur, hein, avec un champ, un bit URG pour signaler l'urgence d'un pointeur, le champ ACK qui est le champ d'accusé de réception, hein, RST, enfin, vous en avez un certain nombre, et puis c'est là où vous trouvez également donc la fenêtre window, qui est une fenêtre sur 16 bits, ça veut dire que vous avez donc en standard 65 536, on va dire, fenêtres donc, possibles, pas fenêtre, mais disons paquets possibles à envoyer dans une fenêtre. Hein, donc, ça, c'est donc le champ donc, window. Alors, voilà, ça, c'est donc une trame qui est complètement donc indiqué donc ici avec ses options, le remplissage, etc. Bon, bien. Du côté du protocole IP, là encore, alors je ne rentre pas dans les détails du 32 bits et 128 bits entre TCP, entre IPv4 et IPv6. Hein. Protocole IP, donc, on ne confondra pas donc, avec le format d'adressage donc, IP. Donc, le protocole IP, donc, c'est un protocole de remise donc, des paquets sans garantie. Et je vous le disais tout à l'heure, la garantie est assurée par le niveau du dessus, qui est le niveau, donc, niveau TCP. Vous comprenez? C'est là où on rejoint ce que je disais au départ. Si vous avez une application qui n'a pas besoin d'avoir de garantie d'acheminement des paquets, vous vous contentez de ce que vous trouvez dans l'IP. On n'est pas obligé d'implémenter ce qui existe, mais ça pourrait bien entendu être extrêmement utile. Alors, les paquets IP sont traités indépendamment, et les paquets ne sont pas éliminés sans raison, ce qu'on appelle donc le best effort. Vous avez ici donc une description donc de ce qu'est donc
une trame donc, IP avec le numéro de version, la longueur de l'entête, la longueur totale. Alors, bon, l'identification, les flags d'identification, les flags d'identification et puis les fragments, les décalages donc, de fragments, enfin bon, la durée de vie, un champ qui indique en secondes la durée maximale de transit d'un datagramme, d'un paquet sur Internet. Voilà. Vous avez le protocole, un champ donc, qui va identifier le protocole de niveau supérieur dont le message est véhiculé dans le champ de données. Alors, bon, vous avez donc un checksum, hein, c'est une trame, c'est le protocole IP. Bien, on ne dit pas plus. Je voudrais quand même insister un tout petit peu sur le fenêtrage, parce que c'est vrai que c'est une idée d'abord qui n'avait pas été inventée par les gens d'ARPANET. C'est quelque chose qui existait déjà, mais que les gens d'ARPANET ont eu la bonne idée donc d'implémenter. Et ils ont été chercher ce qui leur paraissait intéressant. Je précise une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a affaire avec ARPANET plutôt à des chercheurs. Or, il faut reconnaître une chose, c'est que les scientifiques ont un peu pour habitude de participer à des conventions, des discussions, et pour eux, la reconnaissance, c'est la publication. Donc, ils forment une communauté qui n'est pas nécessairement une communauté d'égaux. Il y en a, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il fait que ce sont des gens qui sont assez au courant de ce qui se passe ailleurs. Et ARPA et ARPANET ont eu la bonne idée donc d'aller chercher les choses qui avaient été créées donc ailleurs, mais qui pouvaient leur apporter donc des services. C'est le cas de dire. Bon, alors le fenêtrage, en gros, si vous voulez, le principe du fenêtrage est très simple. C'est-à-dire que normalement, quand j'envoie une trame TCP, hein, j'ai dit trame TCP accusée de réception. Donc normalement, je dois attendre l'accusé de réception avant de pouvoir émettre une autre trame, un autre paquet. Le principe du fenêtrage, c'est qu'on dit, voilà, je prévois la possibilité d'envoyer un certain nombre de paquets sans attendre l'accusé de réception. Bon. Ce qui veut dire que, donc, d'une manière à quand même optimiser, si jamais il y a un problème quelque part, il y a un os, qu'on ne soit pas bloqué, voilà, on peut envoyer donc les trames. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec un système de fenêtres donc glissante et paramétrable, parce que la taille de la fenêtre est variable, eh bien, on pourrait avoir donc 4 natures finalement de paquets. Vous avez les paquets qui ont déjà été envoyés et qui ont reçu donc leur accusé de réception, le ACK. Vous avez les paquets envoyés qui sont donc en attente de l'accusé. Vous avez les paquets qui peuvent être envoyés parce que la fenêtre le permet, on n'est pas arrivé encore aux limites de cette fenêtre. Et puis, vous avez les paquets qui ne peuvent pas être envoyés en attendant donc que la fenêtre se déplace. Et ça, c'est vrai que c'est un excellent moyen pour arriver à optimiser l'usage des liens dont nous disposons. Mais ce n'est pas ARPANET qui a inventé ça. Mais cela dit, ils l'ont utilisé donc à bon escient. Et puis le dernier élément, archi connu, mais pour une fois en faisant une petite révision, c'est HTTP. Alors, tous ces protocoles dont nous parlons ici, IP, TCP, UDP, HTTP, sont tous des catastrophes du point de vue sécuritaire, et on aura l'occasion donc de le voir après. Je vous rappelle que le protocole HTTP, donc, qui permet donc de transférer, on va dire aujourd'hui, des fichiers HTML sur le port 80, donc, est extrêmement utilisé, et le transfert de HTTP se fait au-dessus de TCP. Donc, il est fondé sur un mécanisme de requête-réponse que vous connaissez, alors je vais rappeler simplement ici pour la beauté donc, du propos, hein, avec comment sont construites donc, les requêtes, hein, avec les lignes de requête qui précisent le type de document demandé, la méthode à utiliser. On est donc des méthodes on connaît bien maintenant, get, post, put, trace, qui sont en fait des verbes d'usage du protocole HTTP. Vous allez avoir la version du protocole, vous avez les champs d'entête, hein, qui sont en fait des lignes facultatives qui permettent de donner des informations supplémentaires sur la requête ou sur le client. Vous avez le corps de la requête elle-même. Et puis, vous avez la réponse qui est un bloc de lignes envoyé par le serveur, qui, là encore, comporte donc une ligne de statut, des champs d'entête
des champs d'entête et de réponse, et puis le corps de la réponse. Bon, ça maintenant, HTTP, HTTPS, etc. Alors, on a essayé un petit peu de durcir le protocole avec de l'HTTPS. C'est vrai que c'est mieux. Donc, c'est moins pire. Disons que c'est moins mauvais. Mais c'est quand même pas le nirvana. Il faut reconnaître quand même qu'on partait quand même de relativement loin. Quand je positionne et quand je compare TCP par rapport donc, au modèle OSI, alors vous voyez, sur la gauche, ici, j'ai mis le modèle OSI à 7 niveaux, tel que je l'ai présenté. La suite TCP/IP, je vous ai dit tout à fait au départ qu'il n'y a pas que TCP/IP, hein, eh bien, on peut considérer qu'il y a 4, on va dire, de niveaux donc, de services. Vous avez les niveaux application qui englobent globalement un peu le niveau application OSI, le niveau présentation et le niveau session. C'est à peu près pareil. Dans lequel vous allez avoir des protocoles tels que le DNS, qui est le système de nommage. Hein. Vous avez donc HTTP, bien sûr, le DHCP, qui est l'attribution des adresses IP d'une manière dynamique hein, au moment de la connexion. FTP, qui est moins utilisé maintenant parce que c'est un protocole de transfert de fichiers dont on ne peut pas dire que la sécurité soit son point fort. Hein. SMTP, c'est le protocole de messagerie, c'est une application. Hein. POP, IMAP, qui sont des formes diverses donc, de messagerie. Là, on est au niveau application et ça correspond en gros aux 3 niveaux, donc application, présentation et session du modèle OSI. Vous avez le niveau transport, c'est à peu près pareil que pour OSI. Là, vous faites TCP et UDP, donc essentiellement. TCP est beaucoup plus sécurisé que ne l'est UDP. Mais dans beaucoup de cas, UDP est largement suffisant pour ce que l'on veut faire. Hein. TCP a des gros inconvénients, en particulier sa capacité de bavardage et de saturation tout de même, malgré le windowing, donc de saturation donc de liens. On peut peut-être préférer une solution un peu plus légère, telle que UDP. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on fait la fragmentation, donc les messages découpés donc en paquets. Vous avez la couche dite Internet qui correspond à ce qu'on appelle le réseau donc en OSI, avec cette fois-ci, c'est là où on traite donc les adresses donc, IP. Hein. Alors, les 2 types d'adresses IP, c'est-à-dire IPv4 sur 32 bits et IPv6 sur 128 bits. Hein. Actuellement, donc on est en 2023, on a à peu près entre 35 et 40% des grosses installations planétaires qui ont basculé sur IPv6. Alors, normalement, c'est relativement transparent pour les usagers. Dans la pratique, il y a quand même du travail et ça peut quand même coûter cher. Donc, vous voyez, ça, c'est le niveau 3, mais également d'autres protocoles dont on va parler maintenant, tels que ARP, hein, celui qui fait la correspondance entre l'adresse IP et puis l'adresse physique MAC. Hein. Vous avez ICMP, qu'on connaît bien à travers les pings. Hein. ICMP donc, est un protocole qui permet de savoir, avec le ping, si un service est actif ou pas. Catastrophe sécuritaire. Alors là, désastre. Hein. Parce que je peux vous dire que les hackers et autres criminels eh bien, s'en servent largement. Et puis, vous avez bien sûr les accès réseau. Alors, les accès réseau regroupent les 2 niveaux de l'OSI, c'est-à-dire de liaison de données et puis le niveau physique, avec les protocoles, on va dire, plus physiques, hein, tels que l'Ethernet, le relais de tram, etc. Et puis, les outils de routage correspondants. Alors, il y a un peu une polémique ici, à savoir que où est-ce qu'il faut mettre les protocoles de routage? Est-ce qu'on les met au niveau physique ou est-ce qu'on les met au niveau applicatif? On ne va pas rentrer dans ces batailles d'Hernani, on les met où on veut. Hein. En tout cas, ça fait partie, on va dire, de la panoplie, donc TCP/IP. Alors, c'est du pain béni. Pourquoi? Alors, maintenant, on va quand même se justifier. Hein. Je vous l'ai dit, les protocoles de 1983 ont été conçus pour des infrastructures qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui. À l'époque, le contexte sécuritaire n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. Aujourd'hui, tout s'est mondialisé et il faut durcir absolument tout. On veut continuer à utiliser les machins, mais on veut se défendre, c'est ce que montre cette image, se défendre avec une épée et puis un bouclier, mais en face de nous, on a des ogives nucléaires. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On ne peut pas. Mais c'est bien de ça dont on parle. Alors, on peut essayer de mettre des gilets pare-balles, mais contre des ogives nucléaires, à mon avis, ça sera quand même difficile. Bon, la totalité, tenez-vous bien, la totalité des briques de la suite TCP/IP sont vulnérables. Et vous trouvez donc des moyens de les attaquer partout, y compris entre autres sur le fameux dark web.
la découverte de l'infrastructure d'un réseau, on disait tout à l'heure que ARPANET avait imaginé un réseau dit passif, c'est-à-dire que c'était le serveur qui écoute ceux qui le sollicitent. Mais s'il écoute celui qui va le solliciter, si quelqu'un le sollicite, il va lui dire « je suis là ». Et donc, c'est très facile de faire de la découverte de réseau. C'est ce que fait d'ailleurs le protocole ICMP. Vous voyez, de l'extérieur, vous pouvez lister les adresses IP qui sont associées à des services qui sont actifs à un moment donné. Vous avez, bon, l'exposition des services, c'est quelque chose qui est très délicat parce qu'on accède à un service par deux choses. Par une adresse IP dont on a dit tout à l'heure, ils sont une adresse IP sur 32 bits ou sur 128 bits, hein, mais aussi un numéro de port qui est sur sur 2 octets, donc et c'est très facile à tromper et à se connecter même si on n'est pas autorisé. Ça fonctionne comme ça. C'était envisageable et compréhensible dans un contexte limité tel que celui qu'on connaissait donc à la fin des années 60, voire entre 70 et 75. Mais maintenant, non. Alors, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui. Encore une fois, TCP/IP n'a pas été construit et imaginé pour le réseau que nous avons maintenant. Je vous avais dit également que la couche de service, elle ne garantit pas la livraison donc des paquets, c'est TCP qui le fait. Bon, d'ailleurs, TCP et IP n'ont pas de mécanisme propre d'authentification non plus ni de chiffrement, ce qui leur manque. Aujourd'hui, ça me considère que ça fait partie des éléments les plus fondamentaux qu'il faut mettre en œuvre, traiter à bon escient, c'est tout ce qui concerne, on va dire, la confidentialité des données par le chiffrement et le traitement donc dit AHA, c'est-à-dire le traitement donc des identités. Ça, c'est très important, mais ça n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce qu'on n'en avait pas besoin. Et on n'a pas eu après, bon, il y a eu des évolutions évidemment, je ne dis pas le contraire, je suis un tout petit peu, je simplifie un peu, il ne faut pas m'en vouloir, mais à l'origine, en tout cas, ce n'était pas une volonté. Il n'y a pas de garantie de délai, hein, ni de bande passante minimum imposée. Vous voyez, et puis alors aujourd'hui, vous disposez sur la planète d'une pléthore d'utilitaires qui peuvent faire le travail, si on peut appeler ça du travail. Vous en avez donc des milliers et des milliers. Vous avez même maintenant des services sur le cloud qui vous proposent des solutions, bien sûr, dispendieuses, mais pour attaquer. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'on passe son temps à cautériser donc des jambes de bois. Et en tant que responsable d'infrastructure de réseau, je ne vais pas m'engager sur l'imperméabilité de mes ressources parce que je ne peux pas la garantir. Pas possible. Si on a des gens compétents en face, ils arriveront donc à leur fin. Bon. Alors, quelques exemples donc, que l'on peut rappeler. Hein. Exemple donc de protocoles qu'on peut utiliser, qu'on peut violer. Hein. En fait, c'est bien ça. ARP. ARP, ça permet d'obtenir l'adresse MAC physique sur 48 bits, l'adresse MAC donc Ethernet, hein, qui correspond à une adresse logique IP. ARP, il construit une table de correspondance et il interroge toutes les machines et met les correspondances donc en cache. Et l'empoisonnement de la mémoire cache ARP, c'est une technique très utilisée justement pour tout mettre par terre. Le RARP, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'on fournit l'adresse IP d'une adresse MAC. Ça, c'est un protocole qui est hyper utilisé, hein, niveau 3, mais alors vraiment pas sécurisé du tout. Alors, ICMP, hein, donc, lui, a pris au départ, ce n'était pas fait pour faire des pings. Hein. Enfin, disons, il était là pour gérer les erreurs qui étaient générées par les machines qui étaient connectées. Alors, en fait, il ne les corrigeait pas, mais il avertissait donc les couches voisines, qui en faisaient ensuite ce qu'elles voulaient en fonction du programme qui avait été écrit. Bon, alors, un message donc ICMP, vous avez un type, il y a 18 types possibles, vous avez un code, vous avez également un message. Le message le plus courant, c'est le type 8, justement, code 0, qui est une demande d'écho qui est utilisée par le ping. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Alors, malheureusement, si on sait qu'il est actif à un moment donné, on sait quel est le service donc, qui est actif. Moi, j'ai une panoplie de solutions pour les attaquer. Alors là, mon interlocuteur est mal. Il est vraiment très mal.
Le ping donc vérifie qu'une machine distante est accessible par le réseau. Alors, à intervalles réguliers, en général, c'est de l'ordre de 1 seconde à peu près. L'émetteur envoie donc un echo request et attend donc un reply donc, à cette demande. Alors, c'est utilisé, très utilisé donc, par les outils d'administration de réseau pour cartographier à un moment donné donc, la situation donc, de l'infrastructure de l'entreprise en termes de réseau. Voilà. Mais ça, alors, bien sûr, au début, ce n'était pas du tout ce que l'on voulait faire. Alors, maintenant, on va avoir des actions donc extrêmement malveillantes. Alors, je vais donc pouvoir faire, je vous en ai mis un certain nombre ici, hein, et c'est assez effrayant. Hein. Alors, je le dirai d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on n'est pas obligé de monter des usines à gaz hein, pour protéger nos ressources qui peut-être n'ont pas besoin d'être protégées, ou pas être protégées, disons, avec des solutions trop compliquées. Mais dans certains cas, si, quand même. Alors, par exemple, on parlera d'ARP spoofing. L'attaquant, donc, il envoie des messages ARP qui sont falsifiés pour associer donc, une adresse MAC physique à une adresse IP légitime. Donc, tout trafic qui était destiné à cette adresse IP va arriver chez moi. Ça, c'est très facile à faire. Hein. ARP spoofing, le port de scanning, le scanning de port plutôt, eh bien, c'est la détection donc, des ports et donc des services actifs qui leur sont associés, très facile à faire. Hein. Et vous retrouvez d'ailleurs le scanning de port dans les protocoles de type SYN, de synchronisation, et puis de type ARP dont je parle à l'instant. L'empoisonnement DNS. L'empoisonnement DNS, l'attaquant fait croire au service DNS, hein, qui, vous savez, qui donne la correspondance entre le nom de domaine et puis donc l'adresse IP, il lui fait croire que les fausses données qu'il lui a envoyées, elles sont légitimes. Donc il empoisonne la mémoire cache du DNS. Alors ces données fausses ne vont pas rester éternellement, mais elles vont rester quand même un certain temps, jusqu'à l'expiration du fameux TTL, donc le time to life. Donc c'est une durée, mais pendant laquelle on peut faire des dégâts. Alors, vous avez les attaques sur fenestrage, telles que je vous les avais indiquées tout à l'heure, la désynchronisation, le désassemblage et le réassemblage qui se fait mal, avec deux choses. Soit c'est volontaire et finalement le système ne s'y retrouve plus, soit c'est fait pour que l'attaquant puisse insérer donc des trames qui le concernent lui. Donc ça, c'est une grande faiblesse, hein, la désynchronisation, une grande faiblesse du système. Les attaques de type man in the middle, alors vous en trouvez énormément qui utilisent les protocoles TCP/IP. En fait, l'attaquant, il s'insère entre le client et puis le correspondant, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il lit, il modifie, il intercepte tout, il corrige tout, ou il supprime tout. Alors ça, c'est une attaque quand même qui est très gênante. Et puis les attaques ICMP. Bon, on pourrait en mettre comme ça des tonnes et des tonnes, mais je vous dis, aucun protocole aujourd'hui de la suite TCP/IP n'est véritablement protégé donc à 100%. Alors, on peut également parler de ce, regardez, ça c'est très, très significatif. La synchronisation, normalement, je vous le disais tout à l'heure en parlant des paquets donc TCP, et normalement, le client qui veut se connecter sur un serveur, eh bien, il lui envoie un paquet dit de synchronisation. Ici, le SYN, SYN. Le serveur va renvoyer un accusé de réception qui est le SYN-ACK. Et donc, le client va donc envoyer un accusé de réception de cet accusé de réception. C'est un peu tordu, hein, mais bon, c'est comme ça. Et donc, à partir de là, je t'envoie un message, il répond « je t'ai entendu » et je lui renvoie quelque chose en lui disant « j'ai entendu que tu as entendu ». En gros, c'est ça. Ce qui veut dire que d'ailleurs, on reproche beaucoup au protocole TCP d'être extrêmement bavard et relativement incompatible avec, on va dire, des réseaux dont le temps d'accès est trop important. Et c'était le cas des réseaux satellitaires. C'est moins le cas maintenant avec les réseaux à basse altitude, à moins de 1000 km, mais ça permettra de développer des applications de type TCP qui seront véhiculées justement par les réseaux sans être pénalisés par des temps trop importants, supérieurs à 200 ou 300 millisecondes pour chaque acheminement de trames TCP. Bon. Maintenant, si j'ai un attaquant intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire en sorte que le client numéro 1
envoie des demandes de connexion. Donc, il envoie donc des SYN, non pas des hacks, mais ici, il envoie des SYN à un serveur. Bon. Et le serveur renvoie donc l'accusé de réception pour chacune des demandes. Mais le client, lui, il ne bouge pas. Il est muet. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le client pourra, à un moment donné, ouvrir éventuellement un grand nombre de sessions, et on peut s'arranger pour qu'ils en aient même des milliers, donc des milliers de sessions qui sont ouvertes sur le serveur, et puis elles sont ouvertes, mais elles ne sont pas fermées, parce que le client ne renvoie pas le hack, l'accusé de réception de l'accusé de réception. Il n'envoie pas. Donc, on reste comme ça avec des sessions qui sont ouvertes et qui finalement mangent toutes les ressources donc, du serveur et on ne peut plus travailler. Ce qui fait que si un autre client veut se connecter au même serveur, il ne peut pas parce que l'autre, il ne peut plus travailler. Donc ça, c'est très utilisé. Hein. Donc c'est le piratage en utilisant, donc piratage qui utilise donc les trames de synchronisation. Bon, encore une fois, au départ, c'était un très bon moyen. On voit bien avec le système de fenêtrage auquel ceci peut être associé, on voit bien que c'était une bonne idée. Hein. Mais dans la pratique, ben, aujourd'hui, on est quand même extrêmement donc, gêné. Alors, je vous ai mis ici, c'est vraiment pour rappeler, mais c'est vraiment pas le plus important. Donc, quelques utilitaires, il y en a des milliers. Alors, moi, je vous ai mis ceux qui, dans ma propre expérience, donc, m'ont semblé les plus pourris. Hein, alors, il y en a un qui m'a fait beaucoup de mal, donc c'est TCH Hydra. Ça, c'est l'horreur absolue. Et si j'attrape celui qui l'a écrit, il va avoir des soucis, celui-là. Hein, parce que vraiment, c'est une vraie catastrophe. Hein. C'est un outil qui permet de faire des attaques par force brute et qui utilise toutes les faiblesses que vous avez trouvées dans la suite TCP/IP. Alors, bien sûr, vous avez mis également John the Ripper, alors, qui est extrêmement connu. Hein. Je vous dis ici, John the Ripper, eh bien, il est au hacking ce qu'est Pelé donc au soccer, hein, c'est la référence absolue. Mais à l'origine, c'était un craqueur de mots de passe. Alors même maintenant, c'est devenu une véritable suite épouvantable. Donc, voilà, donc c'est quelque chose, bon, j'imagine que vous le connaissez bien, mais ça fait partie de la boîte à outils. Hein. D'ailleurs, je recommande toujours de faire du hacking honnête, hein, ce qu'on appelle du hacking éthique, c'est-à-dire en fait se servir des outils interdits à des fins bienveillantes et non pas malveillantes. Je pense qu'on ne peut pas se défendre si on n'utilise pas, tout au moins si on ne comprend pas les outils dont on se sert l'adversaire. John the Ripper. Nmap, là encore, c'est un vrai désastre, ce truc-là, mais Nmap a quand même maintenant une couche, on va dire, un peu plus conviviale, un peu plus normale, on va dire. Hein. Nmap peut faire tomber les protections d'un réseau. Hein. Ça peut être un très bon outil de maintenance, c'est pour ça qu'il en général est utilisé pour faire des tests de vulnérabilité, pour simuler des attaques, mais il peut aussi donc générer donc, des attaques. Alors, je l'ai mis ici donc, un certain nombre de choses. Par exemple, on peut détecter quel est le système d'exploitation qui équipe une cible. Hein, je vous l'ai mis ici les commandes qui vont avec. On peut faire un test d'intrusion. On peut associer la commande Nmap à un véritable script. On peut écrire, par exemple, avec un langage. Il n'y a pas que lui, le langage Lua, une fonctionnalité qui est très utilisée. Hein. Vous avez des simulations d'attaque de type DOA, donc délit de service sur les cibles sensibles à une faiblesse donc, qui est bien connue, qui est Slow Loris. Donc, par exemple, hein, vous avez d'autres attaques par force brute. Ici, je vous ai mis des exemples par rapport à WordPress ou par rapport à une base de données donc SQL. En gros, c'est une espèce on va dire, de couteau suisse, donc qui est capable de faire plein de choses, hein, et qui est très utile, mais aussi excessivement dangereux. Et d'ailleurs, je précise un point, c'est que si vous voulez installer votre Nmap sur votre machine, méfiez-vous, parce que tous les sites hébergeurs de Nmap ne sont pas, on va dire, tranquilles. Hein. C'est aussi, vous voulez installer Nmap, mais vous récupérez en même temps toute une panoplie de malware, et votre machine ne marchera plus. Alors, il faut faire extrêmement attention donc, avec ça. On va dire que l'approche, on va dire, de hacking éthique doit être faite avec beaucoup de prudence, et en particulier avec ce truc-là. Bon, je rappelle quand même aussi également qu'avec ces outils de type TCP/IP, eh bien, on n'a pas pu empêcher donc d'empêcher on n'a pas pu empêcher ce qu'on appelle le flooding, hein, c'est-à-dire l'inondation. Et alors aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe, c'est-à-dire que je vise une cible et je lui envoie des tas de trucs.
de manière à le saturer. Alors, ça peut, et alors aujourd'hui, on a dépassé d'abord le terabit par seconde sur une cible. Alors, vous envoyez, alors c'est 45 mètres d'eau d'inondation, ça. Et vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Alors, et ce qui est grave, c'est que il y a beaucoup, on va dire, beaucoup d'éléments dans la suite TCP/IP qui permettent justement de faire ce genre de choses, de faire du DDoS, c'est-à-dire du déni de service distribué, par opposition à DOS, qui est déni de service tout court. Alors, on peut utiliser donc ce qu'on appellera donc l'inondation donc IGMP, hein, c'est un protocole. Vous faites également de l'inondation avec des attaques de type SNMP, avec du SSDP pour la diffusion, la découverte des services de réseau. Vous pouvez demander des fichiers très volumineux. Vous pouvez utiliser le protocole NTP qui est celui de l'heure, des horaires, pas des horaires, de l'heure. Un client demande à un serveur, quelle heure est-il? Mais si on lui demande 45 milliards de fois la même chose, l'autre, le serveur, il va dire, il aura peut-être intérêt à s'acheter une montre. Hein. En tout cas, il ne pourra plus travailler. Bon, on utilisera donc ce protocole-là, le protocole donc, NTP, les attaques de type SSL. On pourra bien sûr utiliser nativement et de manière générique les protocoles TCP et UDP. On a un protocole qui n'est pas très utilisé, qui est plutôt utilisé pour des tests du débogage et de la mesure, qui est Chargen. On peut faire également du déni service avec ça. On peut faire de l'inondation de type hack, hein, en envoyant des trames, hack par millions et par milliards. On peut faire des attaques par saturation applicative. Vous pouvez écrire du code pour saturer. Hein. Voilà. Bon, on a différentes solutions aujourd'hui. Donc, c'est dramatique. C'est dramatique parce que vous ne pouvez pas vous protéger, sauf à surveiller et à tout arrêter si les choses se passent mal. Mais on ne va pas passer notre vie non plus, sauf à mettre des alertes quand même qui vont être générées le cas échéant. On ne va pas passer notre vie à regarder si on est en une situation de déni de service ou pas. Donc, c'est une catastrophe parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le terabit par seconde. Et contre ça, je ne vois pas trop comment on peut faire. Alors, c'est la course entre l'augmentation des ressources et finalement l'augmentation des volumes de DDoS. Et bientôt, on sera sur des pétabits par seconde. Alors, plus personne pourra fonctionner. Bon. Alors, est-ce qu'on peut modifier la situation? Voilà une page que j'avais eu l'occasion déjà de vous présenter, mais je crois qu'elle est assez significative. Elle montre ce qu'ont essayé de faire les Chinois, et ils se sont plantés, à savoir inventer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à côté une suite TCP/IP, mais différente. Alors, bon, il y aurait donc un new TCP, il y aurait un nouveau système d'adresse, non plus IP, mais un nouveau système d'adresse, un nouveau mécanisme de type Ethernet, voilà. Et puis on aurait donc, on peut imaginer on va dire, des suites concurrentes ou adjacentes. C'est tout à fait faisable. Ça, on peut y arriver aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le problème, il est qu'il va falloir implémenter ça. Alors, il faut l'implémenter au niveau du client. Il faut le mettre sur les routeurs dans le réseau, et il y en a un paquet sur la planète, mais il faut également le mettre sur les serveurs. Alors, sur les serveurs d'application, tout ce qui peut exister aujourd'hui, sur les serveurs web. Et donc, bon, avec deux solutions. Soit on a deux routeurs, par exemple, un qui parle TCP/IP et un qui parle une autre langue, ou alors on a sur une même machine la possibilité de basculer sur l'un ou l'autre de ces protocoles. Théoriquement, c'est tout à fait faisable. Hein. Mais dans la pratique, imaginez ce que ça représente du point de vue financier pour aller modifier tous les routeurs, tous les serveurs et tous les clients qui existent sur la planète. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va devoir faire avec. Hein. Et même si, en théorie, on pourrait l'imaginer, et ça nous ferait bien plaisir, parce que finalement, on se retrouve, nous, par rapport à cette suite TCP/IP qui, d'une certaine manière, ne nous plaît plus beaucoup maintenant pour des questions de sécurité, eh bien, on se retrouve exactement dans la même situation que les gens d'ARPANET par rapport à IBM, ou par rapport, disons, aux fabricants. Il n'y a pas qu'IBM, hein. Il y a aussi Univac et d'autres. Et on est un petit peu dans la même situation. Et on n'a pas plus de solutions donc qu'autrefois. Alors, dernière chose que je voulais vous dire, alors, il y a quand même d'abord un certain nombre de choses que l'on peut faire
Alors, on prend ou on ne prend pas, on est d'accord ou pas, mais moi, c'est mon expérience. Hein. D'abord, il faut considérer, d'abord, compte tenu des faiblesses donc, natives donc, de la suite TCP/IP, il faut considérer que la sécurité n'est pas un projet ni un objectif, c'est vraiment un voyage. C'est une contrainte qui doit être permanente. Et ce n'est pas forcément compris comme ça dans les entreprises. Il faut avoir l'appui de la direction générale qui doit se positionner sur les grandes décisions parce que le cloud, le télétravail, l'évolution du métier, tout ça, ça va avoir des impacts en termes de sécuritaire et d'usage donc de cette suite protocolaire TCP/IP. Il faut avoir une approche dite holistique de la sécurité, c'est-à-dire globale et non pas parcellaire. Il faut que ce soit quelque chose qui soit global. Méfiez-vous des discours rassurants donc des consultants. C'est pas parce qu'on utilise donc des mots nouveaux que ça va tout régler. Hein. Non, certainement pas. J'ai autant, on va dire, pas de réticence parce que je les respecte, mais j'ai autant, disons, de distance avec les consultants en tant que responsable informatique que j'en avais par rapport à IBM autrefois. Et donc, bon, donc ça ne règle pas tout. Ne vous faites pas trop d'illusions sur notre capacité qu'il y a de vous protéger à 100%. Ce n'est pas possible. Alors, il faudra donc prendre des décisions sur ce que l'on voudra protéger ou non. Il faut faire de la paranoïa une qualité. Une qualité, hein, il faut se dire, c'est pas est-ce que je vais être attaqué et mis par terre, mais comment ça va se produire. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il faut isoler, d'abord, ne protéger que ce qui mérite de l'être. Pas la peine de protéger des applications web qui peuvent être refaites donc, en un quart d'heure. Isoler les données et les ressources sur lesquelles est fondée l'activité de l'entreprise et leur appliquer les mesures drastiques, voire contraignantes. Mais il faut les isoler. Et ça, c'est pas non plus du ressort du TI. Hein. On va dire, voilà, nous, on a absolument besoin de ça. Et ça, en particulier, ce qu'on va mettre en place avec des fameux plans de type PCA, de continuité d'activité, et PRA, pour reprise d'activité. On va dire ce dont on a besoin pour pouvoir continuer à faire notre métier. Et là, c'est la même chose hein, en termes donc, de sécurité pure. Bien. Il faut exploiter les ressources récentes en matière de protection périmétrique. On a fait des progrès importants en matière de pare-feu, par exemple, avec des pare-feux de nouvelle génération, avec des systèmes de type IDPS, qui sont des systèmes globaux, donc très holistiques finalement, où on considère l'infrastructure globalement, ce sont des solutions globales. Donc, IPv6 plutôt que IPv4, si on peut le faire, hein, je vais bientôt terminer, hein, investir dans des technologies de chiffrement et leur appliquer clairement, et les appliquer hein, dans les domaines donc, qui le méritent, hein, par exemple la messagerie, les données sensibles, mettez en place une segmentation en termes d'architecture qui soit bien adaptée avec la micro-segmentation, la macro-segmentation. On peut faire des choses très intéressantes d'un point de vue protection. Traiter donc, comme il se doit, donc je l'ai dit, les problèmes de l'authentification, imposer une charte de comportement, hein, mais pas pour orner les murs du bureau, hein, c'est pas ça, hein, parce qu'on en a vraiment besoin. Faire confiance aux fournisseurs, c'est leur métier de faire ça. Il faut leur faire confiance. Et nous, on est peut-être pharmaciens, fonctionnaires, je ne sais pas quoi, ce n'est pas forcément notre métier, donc il faut leur faire confiance. Bon, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit par rapport à IBM ou consultants, mais on va quand même leur faire confiance. Par rapport à IBM, personne n'a jamais remis en cause la pertinence et le savoir-faire d'IBM. C'était les pratiques qui ne nous convenaient pas, ce qui n'est pas la même chose. Bon, appliquer les recommandations donc après analyse, les patchs, les mises à jour système, il faut les faire. Hein. Mettez les bonnes personnes au bon endroit. Hein. Donc, les gens, des bons techniciens sur la sécurité là-dessus et non pas donc des personnes qui sont à 6 mois donc, de la retraite, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe. Bon, les bonnes personnes. Ayez toujours un peu de scepticisme par rapport à certaines contraintes réglementaires, je pense à RGPD, c'est le yaka faucon. On va tout protéger, sauf que ce n'est pas possible déjà, et qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions là-dessus, donc il faut quand même s'en méfier. La sécurité ne consiste pas à protéger uniquement le management. Lui-même, management doit se conformer aux contraintes, en particulier avec la règle du moindre privilège.
Et puis, je vous le disais aussi, hein, appliquez donc des principes de hacking éthique et organisez-vous en conséquence. Bon, on pourrait donc parler longuement donc, de tout ça. Face, on va dire, pour conclure, hein, face à une structure TCP/IP qui n'est pas, on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'elle soit des plus pertinentes, hein, en tout cas en termes de sécurité, il faut s'organiser. Et il faut s'organiser, si possible, intelligemment. C'est pas facile tout ça, c'est très technique en plus. Donc, est-ce qu'on peut sous-traiter? Oui, mais pas en totalité. Il y a quand même des aspects là-dedans, des aspects entreprises et métiers qui peut-être ne pourront pas être sous-traités. Bon, enfin. Donc, je suis très négatif, vous l'avez bien compris, hein, là-dessus, mais simplement, ça va être ma conclusion, hein, simplement parce que j'ai pris des claques depuis des années. Et que finalement, on a beau faire bien notre métier, on utilise des outils qui sont ni faits ni à faire. Et on ne peut pas nous demander l'impossible. Mais j'espère en tout cas que ce que je vous ai dit vous aura intéressé, même si c'est assez inquiétant. Je vous convie aux prochains webinaires qui auront lieu donc, dans quelques jours. On parlera donc de fédération d'identité avec SAML, donc toutes les solutions que l'on trouve aujourd'hui donc en fédération d'identité, qui sont vraiment quelque chose d'important. Et puis, on ira doucement vers les vacances en parlant des grandes figures du TI, celles dont on parle un tout petit peu moins, mais qui n'en sont pas moins importantes. Hein. On ne parle qu'Elon Musk et de Bill Gates, etc. Mais il y a des gens excessivement brillants. Et vous verrez, c'est des personnages qui ont la bizarrerie aujourd'hui de ne pas être américains dans leur majorité. En attendant, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver donc prochainement le 23 juin. Merci.